Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve dans un update lecture. J'ai lu vraiment beaucoup de mangas ce mois-ci et je sais que c'est pas la came de tout le monde. Donc ce que je vais faire c'est que je vous mettrai la timeline à peu près ici pour que vous sachiez à quel endroit vous devez zapper si les mangas ne vous intéressent pas. J'ai lu les 4 premiers tomes de Takane et Hana de Yuki Shiwazu aux éditions Kaze dans leur collection Shoujo. On va rencontrer ici Takane qui est l'héritier d'un grand groupe industriel qui doit se marier. Et Hana, qui n'est pas la jeune femme avec laquelle il devait se marier. Au départ, il devait épouser sa sœur, donc en mariage arrangé évidemment. Hein. Mais la grande sœur de Hana a décidé qu'elle voulait absolument pas d'un mariage arrangé. Et du coup, c'est Hana qui va aller au rendez-vous à sa place, en se faisant passer pour sa sœur. Et une relation va commencer à se mettre en place entre ces deux personnages. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Je trouve que c'était pas forcément très drôle, en tout cas c'était pas forcément un humour qui me parlait à moi. L'histoire est originale, les personnages sont sympathiques, même si j'ai pas forcément envie de l'acheter, j'ai quand même envie de découvrir la suite, donc je pense que j'essaierai de me la procurer en médiathèque. Takane et Hana, c'est une série qui est encore en cours au Japon. Pour l'instant, ils en sont à 9 tomes et le tome 8 sortira en France le 13 décembre 2017. Je vous présente maintenant le premier tome de la série Coffee and Vanilla de Takara Akegami dans les éditions Soleil Manga collection Shoujo. Dans cette histoire, on va rencontrer Risa qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Elle est légèrement embêtée par des jeunes de son âge qui essayent de la séduire, mais bon, c'est un peu des gros lourds et voilà, le genre de mec qui siffle un peu les filles dans la rue, ce genre-là. Et en fait, elle va se retrouver sauvée in extremis par Hiroto, donc, qui a 10 ans de plus qu'elle. Et il va commencer une relation entre les deux personnages. Ce manga est un énorme coup de cœur pour moi. Tout se met en place très très vite, peut-être même un peu trop. Mais en fait, c'est justement ça qui est exceptionnel avec ce manga, c'est que l'auteur, par la rapidité des événements, nous fait ressentir une impression de rêve éveillé, comme le personnage principal qui est Risa, donc la jeune fille. C'est vraiment trop mignon. Hiroto, le personnage masculin, a une aura de prince charmant. Et la fin laisse entreapercevoir une partie un peu plus sombre de sa personnalité qui peut être intéressante pour la suite. J'ai vraiment très très hâte de lire le tome 2 qui est sorti il y a très peu de temps, ou bien qui doit sortir cette semaine, peut-être, je ne sais plus exactement. En tout cas, pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont parus au Japon. J'ai lu les tomes 2 et 3 de La Maison du Soleil de Ta-Amo aux éditions Pika, collection Shoujo. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune fille qui décide de fuir un petit peu sa famille, qui est recomposée suite au décès de sa mère, me semble-t-il. Et elle se sent pas intégrée vraiment à cette nouvelle famille. Du coup, elle décide de s'en aller et elle va trouver refuge chez son ancien voisin qui lui vit seul depuis le décès de ses parents et depuis que son frère et sa sœur ont été pas placés dans des familles, mais ils sont partis pour faire leurs études. Donc ils sont plus du tout à la maison. Du coup, ces deux personnages vont se retrouver tous les deux sous le même toit. Et c'est la 3e fois que je vous dis la même phrase, mais une relation va commencer à se mettre en place entre ces deux personnages. En même temps, c'est du shoujo, donc même si l'histoire de fond diffère, le schéma est toujours plus ou moins le même. On retrouve toujours une relation entre deux personnages qui évoluent au fil du temps. Voilà, c'est la trame de base de tous les shoujo. Ici, les personnages sont super attachants. Les relations entre eux sont très intéressantes, et pas que entre les personnages principaux, également entre la jeune fille et son père. L'ambiance qui se dégage, l'ambiance générale, c'est amusant, c'est tendre. Je vous parlais juste avant du père du personnage principal. C'est un personnage qui est absolument détestable. J'aime beaucoup cette histoire, j'ai hâte de connaître la suite. Et c'est une série qui sera terminée en 13 tomes. Au mois d'octobre, j'ai également découvert les 5 premiers tomes de la série Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata, collection L. On va rencontrer ici une jeune fille qui bosse dans une boîte de design d'intérieur et qui, au cours d'une réunion d'entreprise, va se retrouver face à face avec son premier amour, donc qu'elle avait connu au lycée, me semble-t-il. Sauf que ce premier amour a légèrement changé, il se trouve qu'il a eu un accident et qu'il est maintenant en fauteuil roulant. Le titre, c'est Perfect World, pour moi ça devrait être Perfect Manga. C'était un coup de cœur, vous l'aurez compris. Je trouve que l'histoire est originale pour ce type de littérature. C'est pas du tout guimauve, même si j'adore la guimauve. L'auteur réussit à montrer les difficultés du quotidien. C'est une très belle relation. Et même si les événements prennent une tournure qui pour l'instant ne me plaît pas trop, la lecture de ces 5 premiers tomes était un vrai régal et j'ai très très hâte d'avoir la suite. Je vous présente maintenant la trilogie QQ Sweeper de Kyuzuke Motomi aux éditions Kaze, collection Shoujo. S'il est dans la collection Shoujo, c'est que c'est un shoujo, mais il y a également une partie fantastique dans cette histoire puisqu'on va rencontrer une jeune fille qui est orpheline, me semble-t-il, en tout cas qui est sans domicile, et qui du coup va se réfugier dans une aile un peu abandonnée du lycée auquel elle va, et va se faire attaquer tout à coup par de la vermine. Ils appellent ça de la vermine
dans le manga, et c'est effectivement de la vermine, mais en fait, sous le terme vermine, on regroupe les cloportes, les araignées, les cafards, voilà, toutes ces bestioles bien guigoulasses. Et en fait, elle va être sauvée in extremis par un garçon de sa classe qui est un nettoyeur d'âmes. Et on va un peu suivre leurs aventures. Pour moi, c'est une excellente histoire. Même si j'ai eu un peu de mal avec certains aspects de l'héroïne. QQ Sweeper, c'est un premier cycle. La suite s'appelle Queen's Quality. Elle est en cours de parution au Japon. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Apparemment, ce serait une demande de l'éditeur et pas du tout une volonté de l'auteur d'avoir modifié le titre et complètement le design, en tout cas, des couvertures de ces mangas. Je trouve ça assez bizarre, je vois pas trop pourquoi en fait, je les trouve très bien comme ils sont. Du coup, je pense que je vais certainement réclamer la suite en médiathèque, mais même si c'est une excellente histoire et que j'ai passé un très bon moment, c'est pas forcément un manga sur lequel j'ai envie de m'attarder. Ce qui me donne envie quand même de découvrir la suite, c'est que le 3e tome se termine vraiment très abruptement et on a quand même envie de savoir ce qui va se passer. Je vous présente maintenant le diptyque Dresseuse de monstres de Mujirushi Shimazaki aux éditions Komiku. On se trouve ici dans un futur relativement proche, semble-t-il, dans lequel des monstres sont apparus sur la Terre. Et la population s'est rendue compte que la voix de certaines jeunes filles était capable d'apaiser ces monstres. J'ai trouvé ce manga très mignon, mais pas assez approfondi. Il a été réalisé certainement pour un jeune public. Ça m'a un peu fait penser à Pokémon par certains aspects. Les monstres ressemblent énormément à des Pokémon. La fin laisse présager éventuellement une série spin-off. En tout cas, je l'espère pour ceux qui ont vraiment adhéré, parce que il n'y a vraiment pas assez d'infos dans ces 2 mangas pour comprendre vraiment toute l'histoire. Dans le tome 2, il y a le lien entre un des monstres et une jeune fille qui m'a carrément échappé. À aucun moment il est dit la jeune fille débarque et le monstre débarque, mais à aucun moment, même s'ils sont effectivement arrivés ensemble, donc on comprend qu'il y a un lien entre les deux, mais à aucun moment c'est expliqué exactement quel est ce lien, pourquoi le monstre la suit, enfin pourquoi il est là, et voilà, bref. J'ai trouvé ça trop facile et ça manque vraiment d'éléments de compréhension. Au mois d'octobre, j'ai également découvert la trilogie Rosenwolf de Jun Yuzuki aux éditions Soleil Manga, collection Shoujo. On va rencontrer ici une jeune fille qui va dans un lycée un petit peu particulier puisqu'il est divisé en 2. D'un côté, on a les élèves normaux et de l'autre côté, les élèves spéciaux. Étant donné le titre, je pense que vous ne m'en voudrez pas pour le micro-spoil. Les élèves spéciaux sont en réalité des sortes de loups-garous, mais pas vraiment parce qu'en fait, même si le titre parle de wolf, il s'agit plus de chiens en réalité. Et comme c'est un shoujo, il y a forcément une histoire d'amour. J'ai trouvé l'histoire sympa mais pas assez approfondie. Les personnages sont froids et ou désagréables. L'héroïne est stupide. La fin n'est pas géniale, voire carrément bâclée. C'est dommage parce que je trouve que ça avait un très très bon potentiel. Je vous présente maintenant Is the Beast de Saki Aikawa dans la superbe édition France Loisirs qui a fait un travail de dingue. Alors oui, c'est les couvertures originales, donc ils ne sont pas trop foulés, on va dire, mais ça me paraît logique. En revanche, c'est un double tome, et alors ça, franchement, c'est juste extraordinaire. J'adore quand France Loisirs fait des doubles tomes parce que c'est moins cher, forcément, que d'acheter les 2 tomes d'un seul coup. Et ça permet tout de suite d'avoir une double dose de l'histoire qu'on aime tellement si on réussit à accrocher. En l'occurrence, Is the Beast n'est pas encore un coup de cœur, je pense que ça peut le devenir. Le scénario est très très proche de Teach Me Love de Ai Hibiki dont je vous parle un tout petit peu plus tard, sans le côté très très sexy de Teach Me Love. En gros, on va découvrir ici une jeune fille et un jeune homme qui sont dans la même école et qui, le soir venu, vont se rendre compte qu'ils sont devenus demi-frères et demi-sœurs. Je trouve le personnage masculin très intéressant et son évolution très sympa. Il y a un triangle amoureux qui se profile, c'est pas du tout mon truc. Du coup, j'espère que la tournure des événements sera à la hauteur de mes attentes parce que franchement, j'en attends beaucoup. Is the Beast, c'est une série qui sera terminée en 13 tomes et comme je vous l'ai dit, je pense que je vais continuer à les racheter chez France Loisirs. Pour l'instant, ils ont sorti les 2 premiers doubles tomes, donc les tomes 1, 2, 3, 4. Et pour vous donner une petite idée, je vous disais que c'était moins cher et donc un double tome coûte 10,50 €. Si vous achetiez le tome 1 plus le tome 2, donc séparément, vous en auriez pour environ 14 €. Je vous présente maintenant Secret Love de Zao Taishi aux éditions Taifu Comics, collection Yaoi. On va rencontrer ici un jeune homme qui fait un rêve récurrent qui pour lui est un cauchemar. Il se voit en train de faire l'amour avec un autre garçon. Ce rêve est déjà perturbant en soi, mais en plus, il se trouve que quand il se rend au lycée,
et le garçon existe bel et bien et débarque dans sa classe. Le scénario était intéressant, je trouvais qu'il y avait un bon potentiel. Malheureusement, une fois encore, l'histoire n'est pas assez approfondie. Les personnages secondaires ne sont pas du tout attachants et même légèrement étranges. Je vous présente maintenant Junjo Romantica de Shunjiku Nakamura aux éditions Azuka dans leur collection Boys Love. On va rencontrer ici un jeune homme dont les résultats scolaires laissent carrément à désirer et que son grand frère va envoyer chez un de ses amis pour qu'il lui serve de tuteur. Cet ami est un très célèbre auteur de manga qui a écrit plusieurs histoires dans laquelle il se mettait lui-même en scène avec son ami, donc le frère de notre personnage principal. Et il se trouve que ces mangas sont des yaoi, donc ce sont des histoires romantiques, et le personnage principal va ainsi se rendre compte que son nouveau tuteur est totalement amoureux de son grand frère. Évidemment, vous vous en doutez, une relation un peu particulière va se mettre en place entre ces deux personnages. J'ai trouvé ce manga très très drôle, même si la situation de base est légèrement malaisante. Le fait que l'auteur de manga soit amoureux du grand frère et que finalement il se retrouve à flirter avec le petit frère, enfin j'ai trouvé ça un peu étrange et ouais vraiment... Ça m'a mis un peu mal à l'aise, autant que le personnage principal d'ailleurs. Je me suis demandé si le petit frère n'était pas un substitut pour son grand frère. Je suis pas sûre de vouloir continuer cette série, en tout cas c'est sûr que je l'achèterai pas parce qu'il y a déjà beaucoup trop de tomes qui sont sortis. Peut-être que je me la procurerai à la médiathèque. Pour l'instant, la série est toujours en cours au Japon et il y a 21 tomes qui sont sortis. Environ 15 jours avant Halloween, je me suis plongée dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est une adaptation de Jun Azuka aux éditions Pika. C'est une très belle adaptation du film de Tim Burton, qui est un de mes films préférés. Les paroles des chansons sont assez bien retranscrites, les scènes sont présentées dans l'ordre et avec beaucoup de détails. C'était un vrai bonheur de redécouvrir ce film de cette façon. Au mois d'octobre, j'ai également lu les 10 tomes de la série Happy Marriage de Maki Enjoji aux éditions Kazé, collection classique. Au début de l'histoire, j'ai cru que j'étais au coup de cœur et finalement on s'en est éloigné à un moment et à cause d'une seule scène. Je vous dirai un petit peu après pourquoi. On va rencontrer ici une jeune fille qui, pour éponger les dettes de son père, travaille dans un bar à hôtesse. Et un soir, il y a un homme qui va venir la voir et il se trouve que c'est son patron, mais elle ne le sait pas. Et le lendemain, au boulot, il va lui proposer un mariage arrangé afin qu'elle puisse rembourser toutes les dettes de son père. La question qui se pose tout au long de ce manga, c'est est-ce qu'un mariage arrangé peut conduire à l'amour? La rencontre des deux personnages principaux est fracassante, c'est deux mondes que tout oppose. Leurs personnalités sont aux antipodes. Les familles respectives des personnages principaux sont nuls, carrément nuls. Leur amour est sublime même s'il manque beaucoup de communication. J'ai failli acheter cette série et parce que pour moi c'était un coup de cœur et finalement à cause d'une scène, et même de deux scènes puisque la scène se répète à un moment un peu plus tard dans le manga, j'ai décidé que je n'en ferais rien parce que le personnage masculin frappe à 2 reprises le personnage féminin. Il lui met une claque pour qu'elle se ressaisisse. Ça m'a carrément coupé l'envie d'acheter ce manga. Ça m'a presque donné envie d'arrêter, mais j'étais tellement sur ma lancée que finalement j'ai quand même dévoré la fin. D'autant qu'il y a des révélations inattendues et que la fin est super. Je vous parle maintenant des tomes 5 et 6 de la série Arte de Kei Okubo aux éditions Komiku. Cette série nous fait plonger en Italie au début du XVIe siècle. On va rencontrer Arte qui est une jeune aristocrate qui décide de couper complètement les ponts avec sa famille afin de se lancer dans la peinture. Et elle va se rendre à Florence où elle va devenir l'apprentie d'un artiste célèbre. C'est une série géniale, le sujet est très intéressant, les décors et les costumes sont magnifiques, le personnage principal est très attachant. Je veux me les acheter, là j'ai emprunté pour l'instant tous les tomes que j'ai lus, je les ai empruntés. Et il faut absolument qu'ils rejoignent ma bibliothèque parce que déjà ils sont super beaux. Et voilà, c'est vraiment une série coup de cœur pour moi. Comme quoi, je ne lis pas que du shoujo. Pour l'instant, 7 tomes sont parus au Japon et la série est en cours. Dans le tome 5, on rencontre un nouveau personnage qui s'appelle Katrina, qu'on voit évoluer au cours donc, de ce tome 5 et un peu plus au cours du tome 6. J'avais un peu de mal avec elle au départ et finalement l'évolution que l'auteur lui propose, c'est incroyable. J'ai très hâte de voir où on va aller. J'ai également lu le diptyque Spicy Pink de Wataru Yoshizumi aux éditions Glénat, collection shoujo. On va rencontrer ici une jeune femme qui est mangaka et qui au cours d'un speed dating va rencontrer un chirurgien esthétique. À mon sens, c'était sympa mais sans plus, c'était trop rapide. Je trouve que l'univers du manga n'est pas assez exploré et en plus la fin est une fin ouverte et je déteste ce genre de fin. J'ai découvert le premier tome de la série Majorin Witch Dating de Setsuko Yoneyama aux éditions Soleil Manga, collection gothique. Il s'agit d'un shoujo magical girl dans lequel on va rencontrer une jeune fille qui est donc une sorcière évidemment, d'après le titre et d'après le genre. C'est une sorcière
sorcière d'une famille très puissante, c'est même la plus grande sorcière de sa génération, même si elle est encore très jeune. Et elle a décidé de briser les traditions en se mariant avec un humain, ce qui est complètement interdit. Du coup, le grand maître de la communauté des sorcières a décidé de lui imposer une épreuve. Elle devra repousser tous les prétendants qu'on va lui présenter. Comme je vous le disais, c'est un shoujo plus Magical Girl, et je trouve qu'il y avait trop le côté Magical Girl. Je m'y attendais pas en fait parce qu'il n'est pas présenté vraiment comme ça. Je trouve que c'est trop rapide, ça va trop vite, alors qu'en général je préfère justement quand on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est une série qui est terminée en 3 tomes, je n'ai lu que le tome 1 et je ne pense pas que je dirai la suite. Je vous présente maintenant la série Un amour de Bento de Nao Kodaka et Shiori aux éditions Pika. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune fille qui est bien décidée à donner un coup de pouce à ses amis dans leurs histoires de cœur et qui va découvrir que la cuisine est un bon moyen d'arriver à ses fins. Mon avis va être très court, c'était super mignon, super appétissant, très répétitif, mais la fin est très sympa et mon dieu ce que ce manga m'a donné faim. Je vous présente maintenant le premier tome de la série So Charming de Kazune Kawahara aux éditions Kana. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune fille qui rêve depuis toute petite de tomber amoureuse d'un garçon. Et arrivée au lycée, elle va rencontrer un garçon, mais comme elle a jamais rien connu à l'amour, elle est incapable de se rendre compte qu'elle tombe peu à peu amoureuse de lui. Et pour elle, ça va simplement être son confident et elle va lui raconter un petit peu tout ce qu'elle ressent. Le pitch est sympa, l'héroïne est un peu agaçante, mais le personnage principal masculin rattrape un petit peu tout ça, il est vraiment très chouette. Le dessin est un peu particulier dans le sens où c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de voir en tout cas dans les mangas. Le style est agréable et rafraîchissant justement parce que le dessin est original. Par contre, je me demande si la série peut tenir sur la durée, parce qu'à la fin du tome 1, forcément le personnage principal commence à se rendre compte de ses sentiments. Et comme tout le pitch du truc, c'est justement la fille qui rêve de tomber amoureuse, je me demande si on peut continuer comme ça encore longtemps. Pour l'instant, la série est toujours en cours au Japon et 4 tomes sont sortis. J'ai enfin lu le 7e tome de la série Teach Me Love de Ai Hibiki aux éditions Soleil Manga collection Shoujo. Ce 7e tome est encore un coup de cœur, c'est toujours aussi génial. Il y a un triangle amoureux qui commence à apparaître, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon truc. Les réactions de Rei, donc le personnage principal, m'énervent un petit peu. Je plains franchement son demi-frère que j'aime beaucoup comme personnage. Le nouveau personnage masculin qu'on rencontre à la toute fin du tome précédent est super agaçant. Malgré ça, malgré tous les défauts que je viens de vous citer, c'est quand même un énorme coup de cœur. Cette série est juste génialissime. Alors effectivement, ce tome est peut-être un tout petit peu en dessous des autres parce que y a un nouveau mec qui débarque entre eux et voilà, ça me plaît pas trop. Mais franchement, c'est toujours un régal. Et par contre, je viens d'apprendre en lisant le manga que je vous présente juste après, que la série serait terminée en 10 tomes. Donc là, je suis juste super triste. Il me reste plus que 3 tomes et j'aurais terminé la série. Je vous présente maintenant Master and Slave de Ai Hibiki et toujours aux éditions Soleil Manga, collection Shoujo. Je vous ai parlé de ce livre dans ma wishlist du mois d'octobre, me semble-t-il. C'est un one-shot et j'aime tellement la série Teach Me Love que je ne pouvais pas passer à côté de ce tome unique du même auteur et j'ai été super déçue. On va rencontrer ici Kana qui est une riche héritière qui du jour au lendemain va se retrouver sans le sou. Et on a aussi un personnage masculin qui, à l'époque où Kana était une riche héritière, était en fait son valet, un petit peu, et qui lui, comme par hasard, le jour où Kana devient pauvre, va hériter d'une immense fortune et donc devenir riche. Et du coup, les rôles vont s'inverser. De maîtresse à domestique, ils vont passer maître et esclave. Évidemment, comme c'est Ai Hibiki, l'auteur de Teach Me Love, il y a une dimension relativement sexy dans cette histoire. Le pitch était sympa, mais les personnages sont déplaisants. La famille de Kana, surtout ses parents, parce que sa sœur encore ça va, mais les parents de Kana sont insupportables. Kana elle-même, le personnage principal féminin, est tout ce que je déteste, arrogante, superficielle. Ko, le personnage masculin, quant à lui, il est assez intéressant, mais il n'est pas assez honnête envers Kana et envers lui-même. La fin est pas mal, mais pas assez pour relever le niveau de ce manga. Je vous présente maintenant le premier tome de la série Love Baka de Shushushu Sakurai aux éditions Kurokawa. On va rencontrer ici une jeune mangaka qui n'est pas forcément très reconnue dans le domaine et qui va changer de responsable éditorial, qui lui est un vrai crétin. Le monde de la création de manga, c'est vraiment top. On en apprend plein, contrairement à Spicy Pink, où je trouvais que c'était pas assez développé. Là, c'est franchement bien amené. Le personnage principal est débile, mais débile... voilà, débile profonde. Et pourtant attachant. Le personnage masculin, lui, est super génial. On a une évolution très rapide de ses sentiments au personnage masculin, et je m'y attendais pas. Du coup, cette fin, pour ce tome 1,
c'est presque un retournement de situation concernant le personnage principal. Au départ, si on la suit elle, finalement, lui devient l'élément central. Love Baka, c'est une série qui est terminée au Japon en 3 tomes. Sur les conseils d'une collègue, j'ai lu le premier tome de L'Enfant et le Maudit de Nagabe aux éditions Komiku. Et j'ai pas aimé ma lecture. À mon sens, ce premier tome est un tome d'introduction. Du coup, il y a beaucoup trop de questions qui restent sans réponse. L'ambiance est sympa et je pense qu'elle aurait pu me plaire. Mais je trouve qu'elle est trop sombre pour ce petit format. Peut-être que la BD avec des pages plus grandes aurait été plus appropriée. L'univers est intéressant, mais du coup j'ai pas assez accroché. Je lirai pas la suite. Je vous présente maintenant le tome 3 de Axolot de Patrick Beau aux éditions Delcourt. Axolot est une compilation de faits divers et d'anecdotes, autour de laquelle plusieurs auteurs de bandes dessinées se réunissent pour les scénariser et les illustrer. Du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir lu les tomes 1 et 2 pour découvrir ce tome 3. J'adore ces bandes dessinées parce que c'est génial, on apprend plein de trucs qui paraissent invraisemblables et qui pourtant sont véridiques. J'ai pas aimé tous les styles parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs auteurs différents, donc forcément plusieurs styles différents et on peut pas accrocher à tout. Mais l'idée d'Axolot en elle-même est juste géniale et j'ai hâte de lire le tome 4. Je vous présente maintenant les tomes 3 et 4 de la bande dessinée Les Enquêtes d'Enola Holmes de Serena Blasco et Nancy Springer aux éditions Jungle. Le titre du tome 3 est Le mystère des pavots blancs et le titre du tome 4 est Le secret de l'éventail. Dans cette histoire, on va découvrir Enola Holmes qui est la petite sœur de Mycroft et Sherlock Holmes. Leur mère a disparu depuis des années et elle compte bien la retrouver. Elle va du coup se lancer sur ses traces à coups d'énigmes en tout genre. Et évidemment, vu l'époque à laquelle ça se passe, vous pouvez comprendre que Sherlock et surtout Mycroft préféreraient qu'Enola reste à la maison. Le dénouement de ces histoires est toujours prévisible parce qu'elles ont été écrites pour la jeunesse. Mais ce sont des histoires qui sont adaptées de romans. Du coup, je me dis que les romans sont peut-être, eux, plus fournis, plus détaillés et du coup pas forcément aussi prévisibles vu que les choses se déroulent normalement moins vite. Le dessin est très original. Enola et Sherlock sont super attachants et il y a beaucoup d'humour, j'adore ces bandes dessinées. Je vous présente maintenant les tomes 1, 2, 3 de la série de BD Les Colombes du Roi Soleil de Roger Saiter, Mayalen Gousse et Anne-Marie Despladuc aux éditions Flammarion. Ces bandes dessinées sont adaptées des romans de Anne-Marie Despladuc dans lesquels on va rencontrer plusieurs jeunes filles, 4 me semble-t-il, qui sont élevées à Saint-Cyr, donc dans l'école très très prestigieuse à l'époque de Louis XIV. Et on va suivre un petit peu les péripéties de ces héroïnes. Au début, lorsqu'elles sont toutes les 4 et au fil des tomes séparément. Les dessins sont magnifiques, l'époque est très intéressante, les vêtements sont sublimes et l'histoire est géniale. Les personnages sont très attachants. C'est une série qui est adaptée des romans de Anne-Marie Despladuc qui comporte pour l'instant 14 tomes, le dernier étant sorti en février 2017. Et je suis très très triste parce que quand j'ai refermé le 3e tome de cette BD, je me suis rendu compte que c'était le dernier qui était paru et qu'il est paru en 2013. Ce qui signifie que la suite n'a jamais été éditée et peut-être même jamais réalisée et je trouve ça très très dommage parce que j'ai pas forcément envie de me coltiner les 14 bouquins, voilà, même si c'est des romans jeunesse et qui sont pas forcément très très gros, quoique maintenant j'ai un doute. Mais je trouve que la bande dessinée c'est une très très belle adaptation, en plus elle est vraiment magnifique. Et c'est un bon moyen de faire découvrir une histoire sublime vers laquelle les enfants n'iraient pas forcément justement à cause de la peur de la série qui fait 14, 15, 20 tomes. Je trouve ça dommage. Je vous parle maintenant d'un livre d'images. Il s'agit de Rose à petits pois de Amélie Caillot et Geneviève Godbout aux éditions de La Pastèque. Ici, on va rencontrer Adèle qui adore le soleil et tout ce qui est rose. Si Adèle adore le soleil, elle déteste la pluie, jusqu'à ce qu'un personnage décide de lui montrer que la pluie a aussi ses bons côtés. C'est une histoire toute mignonne, les illustrations rétro sont magnifiques, le texte est très agréable et même que parfois ça rime. Encore un livre d'images, je vous présente maintenant La Lune s'ennuie de Nanae Aoyama et Satoe Tone aux éditions Nobinobi. Je vous en avais parlé dans ma wishlist du mois d'octobre, on va rencontrer ici la Lune qui s'ennuie fermement là-haut et qui a décidé de venir visiter un petit peu la Terre. J'ai trouvé l'histoire sympa mais sans plus. Les illustrations sont jolies mais pas incroyables. Le texte est agréable mais pas assez poétique. L'idée est très originale et belle et la fin est idéale. Mais j'ai été habituée à mieux de la part des éditions Nobinobi, surtout en termes d'illustration et de texte. Et du coup j'ai été un peu déçue par ma lecture. Je termine cette vidéo par le seul roman que j'ai lu au mois d'octobre. C'est le seul, mais pas des moindres. Il s'agit de Outlander, tome 3, Le Voyage de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Je vais vous résumer rapidement le pitch de la série pour ne pas vous spoiler parce qu'il s'agit d'un tome 3. On va rencontrer ici Claire Randall qui, après la Seconde Guerre mondiale où elle était infirmière, va partir en lune de miel avec son mari en Écosse et
alors je vous la fais très très courte et très rapide, hein, et va subitement être aspirée par des dolmens 200 ans avant. Voilà, en gros c'est un peu ça l'histoire, et du coup elle va se retrouver en pleine Écosse, en plein dans les Highlands, pendant les guerres entre les Jacobites et les Anglais, et c'est le bordel, en gros. Voilà, alors mon résumé est nullissime, ça donne pas du tout envie, mais alors franchement, si vous ne connaissez pas Outlander, foncez, allez-y, c'est juste génialissime, les bouquins sont incroyables, alors effectivement ils font tous plus de 1000 pages, mais si ça vous effraie, vous pouvez regarder seulement la série télé qui est aussi exceptionnelle. Pour ce 3e tome, c'était presque un coup de cœur, et je souligne le presque parce qu'il ne m'a manqué qu'un seul élément, enfin, c'est pas qu'il m'a manqué quelque chose, c'est que l'auteur a introduit quelque chose qui m'a pas plu du tout, malheureusement. Je vous explique rapidement. Dans les histoires, je suis trop fan de l'amour parfait, éternel et fidèle. Du coup, pour moi, ce tome ne peut pas être parfait. Mais c'est le seul aspect qui m'a vraiment gênée. Un peu avant la fin du roman, il y a une révélation de folie. Même si le fait que l'histoire soit basée sur un voyage dans le temps, donc c'est quand même un petit peu de la science-fiction ou du fantastique en fonction du point de vue. Il y a une autre touche de fantastique qui est apportée dans ce tome. C'était assez inattendu et j'ai trouvé ça très sympa. Et en fait, c'était tellement inattendu que je m'y attendais carrément pas en fait. Parce que on est tellement plongé dans l'histoire entre Claire et Jamie qu'on en oublie presque comment ils se sont rencontrés, et que en fait Claire vient du XXe siècle et Jamie du XVIIIe quoi. Du coup cette touche de magie en plus, c'était vraiment inattendu. Les nouveaux personnages qui sont introduits dans ce tome sont sympas mais sans plus. Il y a un personnage qui m'a vraiment beaucoup manqué, mais pour ne pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire lequel. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais en dire trop. En tout cas, sachez que c'est un tome qui m'a profondément émue. Voilà, pas forcément plus ni moins que les autres, je dirais à peu près sur le même plan. C'est une histoire qui me touche vraiment toujours énormément. Et j'espère sincèrement que si vous ne la connaissez pas, je vous donne envie de la découvrir, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime partager et que j'ai envie de partager avec le maximum de monde. J'ai découvert cette série sur le tard parce que je refusais de faire comme tout le monde, et en fait j'ai tellement regretté, je le regrette encore de ne pas avoir découvert plus tôt cette série. Maintenant je suis à jour, et franchement, enfin à jour. Je suis à jour dans la série télé puisque je lis les tomes au fur et à mesure que la série avance. Donc là j'ai lu le tome 3 pour la saison 3. Voilà, et c'est toujours un vrai bonheur. Foncez, je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. Si vous les avez déjà lus, et ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!